Vous voulez vraiment avoir le pouvoir sur la déclaration de succession et donc sur la valorisation des actifs? Vous souhaitez pouvoir prendre les bonnes décisions et assurer ainsi une protection de vos biens. Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis votre coach notarial. Je vous informe sur les bonnes pratiques pour mener à bien vos projets de vie dans vos passages à l'acte. Je m'adresse en ce moment à ceux qui sont dans cette épreuve de succession et pour lesquels vous avez toute ma compassion, et aussi à ceux qui veulent l'anticiper et qui s'y intéressent. Je me propose de vous y aider avec de l'analyse, de la méthodologie et quelques astuces. J'en profite pour remercier mes fidèles abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification pour rester informé de la prochaine vidéo. Une dernière parenthèse, si vous avez une question particulière, je me propose d'y répondre en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. Vous y trouverez aussi des références pour vous permettre d'en savoir encore plus. Notre sujet du jour, la déclaration de succession. Ce document qui recense et évalue les biens, droits et les dettes du défunt, ainsi que les bénéficiaires de la succession au jour de son décès. Et nous poursuivons sur formulaire avec la masse active que comprend les biens et droits du défunt et la valorisation de ces actifs. Nous partons ici du principe qu'il s'agit d'une succession d'une personne célibataire ou veuve ou séparée ou divorcée. Donc il n'y a pas de patrimoine à liquider pour la présentation. Et si vous désirez que je fasse une vidéo avec un exemple de situation avec un conjoint survivant, mettez-le moi en commentaire. La déclaration de succession doit répertorier tous les biens et droits appartenant au défunt au moment de son décès. Il s'agit d'une photographie du patrimoine du défunt, donc de l'actif et du passif au jour du décès. Et la valorisation du patrimoine s'effectue donc exclusivement à cette date. Avant de s'attarder sur la valorisation des actifs, il faut savoir quels sont les biens à déclarer. Tous les biens, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, et qu'ils soient taxables ou non, doivent y figurer. Et pour ceux qui n'ont pas visualisé la vidéo sur le processus de la déclaration de succession, je vous mets le lien et je vous invite à la regarder. Selon une jurisprudence constante, il revient à l'administration d'apporter la preuve d'une omission d'un actif imposable sur le fondement de l'article 750 ter du CGI, Code général des impôts. L'administration est aussi tenue de fournir la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les déclarations et les actes. La masse active comprend des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en pleine propriété, en indivision, en démembrement, des comptes bancaires, des actions, des portefeuilles de titres, des parts de sociétés civiles, des fonds de commerce ou artisanaux, des entreprises, des offices, des droits d'auteur ou de propriété industrielle, des meubles meublants, des bijoux, voitures, bateaux, et la liste n'est pas exhaustive. L'administration fiscale a même prévu un ordre dans lequel on doit porter les informations, prévu à l'article 800 du Code général des impôts. Chaque bien répertorié dans la déclaration de succession doit être évalué. En principe, les biens transmis sont évalués à la valeur vénale au jour du décès, selon le jeu normal de l'offre et de la demande. Pour les immeubles, dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle est réputée égale à la valeur libre de toute occupation en application de l'article 761 du CGI. La valorisation des biens immobiliers se fera compte tenu de la valeur au cours du marché et compte tenu de son état de fait et de droit et de sa situation. Cette valorisation est déterminée en fonction des différentes caractéristiques du bien, environnement, superficie, servitude, etc. et de l'état du marché local selon plusieurs méthodes possibles, évaluation par comparaison ou par le rendement et autres. En pratique, cette valeur est généralement déterminée par un expert immobilier ou un notaire. Cette évaluation peut être aussi effectuée par un commissaire de justice conformément aux lois et règlements applicables. Des attestations de valeur réalisées auprès d'agents immobiliers permettront d'avoir une fourchette de valeur. Il existe aussi une estimation proposée via le site impôts.gouv dans votre espace personnel dénommé Patrim.
et qui recense les ventes de biens immobiliers dans votre quartier qui sont similaires, ou aussi via le cadastre. Enfin, il existe un site Immoprix, géré par les notaires qui communiquent les prix réels des dernières transactions immobilières. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. En ce qui concerne la résidence principale du défunt, il est d'usage d'appliquer un abattement de 20% en application de l'article 764 du CGI. Elle peut avoir été occupée aussi par un proche du défunt, à ce moment-là comme résidence principale. Les proches sont nommés. Il s'agit du conjoint, du partenaire pacsé ou enfant mineur du défunt ou de son conjoint ou de son partenaire pacsé ou d'un enfant majeur en incapacité de travailler. En ce qui concerne les biens mobiliers, les biens meubles, comme les voitures, les meubles, les bijoux et autres objets personnels sont évalués en fonction de leur valeur au moment du décès. Cette valeur peut être estimée en se basant sur des factures d'achat, des expertises ou en faisant appel à des experts en évaluation. Les meubles meublants sont énumérés à l'article 534 du Code civil. Ce sont les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, mais aussi des maisons, comme les tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues font partie des meubles d'un appartement, ils sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Ils peuvent être évalués de 3 façons, en application de l'article 764 du CGI, suivant une valorisation lors d'une vente publique effectuée dans les 2 ans suivant le décès, ce qui est rare, suivant une estimation effectuée par un commissaire de justice, anciennement commissaire-priseur et huissier de justice, ou un notaire dans les 5 ans suivant le décès. Et à ce sujet, je précise, la présence du notaire sur les lieux est indispensable à la validité de l'inventaire, tout comme celle du commissaire de justice. En l'absence, soit de vente publique ou d'inventaire, la valorisation des meubles meublants est faite en appliquant un taux de 5% sur l'actif brut de la succession des autres biens appartenant au défunt. D'où cet intérêt de faire un inventaire afin de réduire cette valorisation forfaitaire lorsque l'actif du défunt est important. Aussi, si le défunt était en maison de retraite et qu'il ne possédait pas de meubles, une attestation d'absence de mobilier peut être délivrée par le directeur de l'établissement d'hébergement. Les bijoux et objets d'art de collection ne sont pas des meubles meublants. S'il existe un contrat d'assurance vol ou incendie conclu moins de 10 ans, la valeur à retenir doit être au moins de ce contrat-là. Elle peut être remplacée par le prix d'une vente publique réalisée dans les 2 ans suivant le décès ou par la valeur des biens figurant dans un inventaire effectué dans les 5 ans après le décès. À défaut, une expertise est généralement indispensable. Les pièces et lingots d'or n'ayant pas de cours légal sont imposés d'après les cours pratiqués au décès. Et pour les autres, c'est le cours de reprise par la Banque de France qui doit être retenu. Les soldes des comptes bancaires, livrets d'épargne et autres instruments financiers sont généralement valorisés à leur montant au moment du décès. Ce sont les relevés bancaires fournis au décès qui sont des preuves essentielles pour cette valorisation. Les créances à terme. Toutes les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être déclarées. Elles sont imposables, quelle que soit leur date d'échéance, sur leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès, ainsi que ceux courus à la même date. Concernant les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de valeurs mobilières, tels que SICAV et parts de fonds communs de placement. À cet égard, les actions de SICAV, société d'investissement à capital variable, et des parts de FCP, donc fonds communs de placement, sont évaluées sur la base de leur dernière valeur de rachat, connue à la date de la donation ou du décès en application de l'article 799 du CGI. Cette valeur de rachat étant fournie par l'établissement financier. En ce qui concerne la valorisation des biens en démembrement, usufruit ou nue propriété. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, un rappel succinct. Il est fait application pour la valorisation de l'usufruit d'un barème
tenant compte de l'âge en application de l'article 669 du CGI. L'usufruit provoque un démembrement de la pleine propriété qui est composée de la nue propriété et de l'usufruit. Usus, droit d'usage et fructus, percevoir les fruits. L'usufruit succinctement, c'est le droit de jouissance sur les biens durant sa vie entière. C'est le droit de percevoir les revenus ou des dus ou des biens et de l'occuper ou de le louer. Et la valorisation de l'usufruit et de la nue propriété s'effectue en application de ce barème fiscal en fonction de l'âge de l'usufruitier lors du décès. La nue propriété, l'abusus, donne le droit quant à lui de disposer du bien à terme. Il appartient donc en général aux enfants et il faut la réunion des deux pour vendre le bien. Souvent, le démembrement de propriété fait suite à une succession. Le conjoint survivant conserve l'usufruit et les enfants récupèrent la nue propriété. Par exemple, le père vient de décéder, la mère récupère l'usufruit de la succession, les deux enfants, dont frères et sœurs, héritent de la nue propriété. L'actif des biens s'élève à 350 000 €, la mère ayant 82 ans, son usufruit a une valeur de 20%, soit 70 000 €. Et les deux enfants auront des droits calculés sur la valeur de la nue propriété, soit 280 000 € pour l'ensemble, et l'ensemble est bien égal à 350 000 €. Quand l'usufruit a une durée fixe, il est valorisé pour 23% de la valeur du bien en pleine propriété par période de 10 ans. Donc pour une durée de 25 ans, elle sera de 69%, soit 3 fois 23%. En ce qui concerne la valorisation d'un droit d'usage et d'habitation, le droit d'usage et d'habitation confère un droit d'user le bien, mais pas de le louer. C'est donc un droit qui est plus restreint que l'usufruit. La valeur des droits d'habitation et d'usage instaurés en faveur du conjoint survivant, notamment par l'article 764 du Code civil, est de 60% de la valeur de l'usufruit déterminé conformément à l'article 669 du Code général des impôts. Pour l'application de ce barème, il convient de prendre en compte l'âge du conjoint survivant distinct de l'exercice du droit temporaire au logement, soit 1 an après le décès. En ce qui concerne la valorisation d'un bien en indivision, on peut leur appliquer une décote. L'indivision, je le rappelle, est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien ou d'un ensemble de biens. Chaque copropriétaire, appelé indivisaire, détient une quote-part de la propriété, mais le bien n'est pas physiquement divisé. Par exemple, un héritier possède 50% d'un bien évalué à 1000, la valeur de sa part est inférieure à 500. L'administration fiscale et les tribunaux admettent une décote de 20% suivant la nature du bien, le nombre d'indivisaires, la localisation. L'héritier pourra donc évaluer sa part à 400 au lieu de 500 en application d'une dépréciation de 20%. Comment sont pris en compte les biens donnés en usufruit par le défunt? Il existe une présomption de pleine propriété. En clair, même si le bien appartient en usufruit ou en nue propriété au défunt, il sera présumé lui appartenir en pleine propriété, notamment lorsqu'il s'agit d'une donation de moins de 3 mois. L'article 751 du Code général des impôts le prévoit. Exemple, la loi entend empêcher la fraude entre parents et enfants, notamment dans le cas où le parent achète l'usufruit et l'enfant la nue propriété. Mais en réalité, la nue propriété a été achetée avec des fonds donnés en sous-main par le parent. Cette présomption peut être bien sûr écartée en prouvant que les fonds ont bien été versés par les enfants. Qu'en est-il de la valorisation des actifs financiers? Pour les actions et obligations cotées en bourse, il faut identifier les titres et préciser le code ISIN de la société. Il est possible de retenir soit le cours moyen au jour du décès, et c'est le plus courant, soit la moyenne des 30 derniers cours de bourse. Pour les actions et les parts de sociétés non cotées, il faut retenir la valeur vénale. Cette valorisation est faite par l'expert comptable ou cabinet d'audit. Pour les droits sociaux, il y a lieu de préciser également le numéro de SIRET du principal établissement des sociétés concernées. Pour les parts de sociétés civiles,
immobilière. Précisez la valeur des titres qui correspond, en règle générale, à la valeur de l'immeuble détenu par la société, en l'absence d'emprunt en cours pour celle-ci, et non la valeur nominale, valeur du titre lors de la création de la SCI. Indiquez l'adresse du siège social. Pour les titres de société, en pratique, cette valorisation est faite par l'expert comptable. Concernant les actifs numériques tels que Bitcoin et autres crypto-monnaies, ce sont les mêmes règles que les meubles meublants, mais sans l'application du forfait mobilier de 5%. Concernant les biens professionnels tels que des entreprises individuelles, les fonds de commerce artisanaux sont évalués en fonction de leur valeur réelle. Dans ce cas, l'aide d'un expert comptable ou d'un évaluateur d'entreprise peut être nécessaire. En cas de décès, il peut être fait l'application de l'article 764 du Code général des impôts qui stipule, en ce qui concerne donc le gérant d'une société à responsabilité limitée ou société en commandite par action non cotée, de l'un des associés en nom d'une société de personnes, de l'une des personnes qui assume la direction générale d'une société par action non cotée, de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, du titulaire d'un office public ou ministériel. Il est tenu compte pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant du dit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. Enfin, il existe des exonérations en raison de la qualité du défunt, du successeur, de la nature ou de la situation des biens transmis. Ils pourront faire l'objet d'une vidéo. L'administration fiscale peut demander des éclaircissements ou des justifications concernant les biens, les titres, les valeurs et les créances mentionnés dans la déclaration de succession. Les héritiers sont tenus de fournir les informations demandées. Il faut donc conserver les arrêtés de compte et de valeur des établissements financiers, tous les justificatifs de valorisation des actifs. Sans réponse de votre part ou si votre réponse semble insuffisante, il vous adresse une proposition de rectification de votre déclaration. Le délai de contrôle des impôts dépend de l'irrégularité détectée. Il existe une prescription. Les services des impôts ont jusqu'au 31 décembre de la 6e année, suivant celle du décès, pour rectifier une omission, une insuffisance ou une erreur commise dans votre déclaration. Si la déclaration n'a pas été déposée, les services des impôts peuvent également agir jusqu'au 31 décembre de la 6e année, suivant celle du décès. Pensez-y. Si vous souhaitez en savoir plus sur les exonérations et les modalités de calcul à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'il fasse l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous propose pour la prochaine fois de poursuivre sur notre thème et d'aborder le passif déductible. Vous trouverez en lien d'autres vidéos susceptibles de compléter celles présentées. N'oubliez pas de partager autour de vous. Mettez en commentaire vos remarques ou vos suggestions pour toujours plus de contenu pour les actes de vie.